Alors dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'un groupe social? Tout d'abord, nous allons commencer par définir cette notion en utilisant la définition de Robert King Merton. En fait, pour parler de groupe social, il faut qu'un certain nombre de critères soient réunis. Tout d'abord, un critère d'ordre objectif. En fait, un groupe social est constitué d'un ensemble d'individus en interaction les uns avec les autres et qui vont se caractériser donc par des rapports sociaux, par des échanges entre eux. Pour parler de groupe social, il faut également que soient validés deux critères subjectifs. Tout d'abord, il faut que les individus en interaction se définissent eux-mêmes comme membres du groupe. Autrement dit, il y a une dimension identitaire. Il y a un sentiment d'appartenance à un groupe social donné. Deuxièmement, il faut que les gens en interaction soient définis par les autres comme membres de ce groupe. Autrement dit, il faut que l'on puisse les distinguer des non-membres. Si ces trois critères sont réunis, alors, au sens de Merton, on peut parler de groupe social. En résumé, un groupe social est donc un groupe formé d'individus en interaction. Autrement dit, il y aura des échanges, des communications, directes ou indirectes d'ailleurs. Des individus en interaction qui vont avoir conscience d'appartenir à ce groupe social, donc c'est la dimension identitaire, le fameux sentiment, la conscience d'appartenance, et ils vont être désignés comme membres de ce groupe social par les autres. En fait, les individus d'un même groupe social vont partager des valeurs, des buts, des idéaux, des intérêts communs. Alors comme exemple de groupes sociaux, on peut donner par exemple l'exemple des supporters d'une équipe. Une équipe de foot, dans le cas présent, l'équipe de France en l'occurrence, puisque les individus vont avoir des échanges entre eux, ils vont pouvoir communiquer, ils vont chanter. Bien évidemment, il y a une dimension identitaire, un sentiment d'appartenance qui est relativement fort, on est fier de défendre ses couleurs, et quand on voit bien évidemment la manière dont ils sont habillés, le maquillage, les chants, les drapeaux, ils sont aisément distinguables des autres groupes sociaux, en l'occurrence ici des autres groupes de supporters. On peut également prendre comme exemple une famille, un groupe d'amis, ou bien même une entreprise. Alors, il faut distinguer un groupe social d'une catégorie sociale. Une catégorie sociale n'est qu'une construction effectuée par les statisticiens afin d'étudier la population. À l'inverse d'un groupe social, une catégorie sociale n'a aucune existence réelle. Une catégorie sociale va en fait regrouper des individus qui ont au moins une caractéristique commune, mais qui n'ont pas du tout conscience de faire partie d'un même tout. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de dimension identitaire, il n'y a pas de sentiment d'appartenance, il n'y a d'ailleurs même pas nécessairement d'interaction entre eux. Alors des exemples de catégories sociales, par exemple, une tranche d'âge, les jeunes, de 15 à 25 ans. Si l'on prend comme exemple, comme critère ici, le fait de porter des lunettes, on pourra créer une catégorie sociale spécifique, donc qui concerne les porteurs de lunettes. On voit bien, à travers bien évidemment cet exemple, qu'il n'y a aucune dimension identitaire, aucun sentiment d'appartenance, il n'y a pas de raison qu'ils échangent plus entre eux qu'avec ceux qui n'ont pas de lunettes. Bon, plus classiquement parlant, comme exemple de catégorie sociale, on peut prendre la nomenclature des PCS. On voit d'ailleurs que ce n'est pas toujours évident de distinguer groupe social de catégorie sociale. Je pense notamment au PCS, puisque c'est toujours discutable, même si on est plus proche des catégories que des groupes sociaux. Concernant mon premier exemple relatif à la jeunesse, on peut s'interroger si l'on est en présence d'une catégorie sociale ou alors d'un groupe social spécifique. Alors si on veut rentrer dans le détail, avec d'un côté les groupes sociaux, de l'autre les catégories sociales, on va les mettre en opposition sur un certain nombre de critères, parce qu'en fait ils correspondent à des démarches sociologiques fondamentalement différentes. En fait, quand on parle de groupes sociaux, on s'inscrit dans une logique macroscopique, c'est vraiment au niveau macro-sociologique. En fait, on va partir de la société dans sa globalité, des structures qui la composent, alors que quand on raisonne en termes de catégories sociales, c'est plus une logique microscopique, microsociologique. En fait, on part des individus, de leur comportement, pour ainsi
tenter d'expliquer les grandes tendances sociétales que l'on peut observer. Alors, Émile Durkheim disait justement que la cause déterminante d'un fait social doit être recherchée dans les faits sociaux antécédents, et non parmi les états de la conscience individuelle. On voit bien que si l'on veut étudier la société, il faut se placer au niveau structurel, au niveau des institutions, au niveau des groupes sociaux. En fait, c'est le fonctionnement même des groupes sociaux qui va permettre d'expliquer ce qui se passe dans la société. Inversement, pour Raymond Boudon, l'individu et non le groupe est l'atome logique de l'analyse sociologique. Il faut donc partir justement de la particule la plus petite, dans le cas présent, qui compose la société, pour comprendre son fonctionnement. Dans le cas présent, il faut donc partir de l'individu. En fait, les structures, par exemple les groupes sociaux, vont déterminer les comportements des agents. Ils vont transmettre des normes, des valeurs, des comportements, des modes de vie, des représentations sociales, des façons de penser. Dans ce cas-là, on s'inscrit dans une démarche que l'on appelle une démarche holiste. Holiste, qui veut dire écolo, ce qui veut dire le tout en fait. Et ça s'appuie sur une conception dite réaliste. On considère que les groupes sociaux existent réellement. Quand on raisonne en termes de catégorie sociale, on considère alors que les acteurs sont autonomes, responsables, rationnels. Ils vont faire en fait des calculs coût-avantage qui vont leur permettre de prendre des décisions. Dans ce cas-là, on qualifie cette démarche de démarche individualiste. Cela correspond au courant de pensée sociologique de l'individualisme méthodologique. Et on a donc une conception nominaliste. Dans nominaliste, on a le mot non, ce qui signifie en fait qu'on va nommer, on va donner un nom à quelque chose pour pouvoir étudier la société. En résumé, donc si l'on part du principe que l'on a d'un côté la société, de l'autre les individus. Si l'on raisonne en termes de groupes sociaux, on considère qu'ils vont transmettre des normes, des valeurs, donc c'est vraiment le processus de socialisation en fait, et qu'ils vont façonner les individus. Inversement, si l'on raisonne en termes de catégorie sociale, on se place au niveau en fait micro-sociologique, on considère que les acteurs, que les individus vont faire des calculs coûts-avantages, et ce sont eux justement qui vont permettre de construire, de par leur comportement, de par l'agrégation, c'est-à-dire la somme de leur comportement, la société. Alors rentrons dans le détail des groupes sociaux en étudiant d'un côté les groupes primaires et d'un autre les groupes secondaires. En fait, chacun d'eux a un certain nombre de caractéristiques. Les groupes primaires sont des groupes de petite taille, au sein desquels il y aura des relations entre les individus plutôt fortes, intimes, une dimension affective, une forte solidarité. Les groupes primaires vont avoir un rôle important dans la socialisation primaire, puisqu'ils vont contribuer à façonner les individus, notamment en leur transmettant les grands idéaux moraux, les valeurs. Il y aura donc un fort degré d'intimité entre les membres de ce groupe. Le contrôle social est plutôt de type informel. On reverra cela dans la capsule vidéo sur la déviance. C'est le cas, par exemple, de la famille ou des amis. Inversement, les groupes secondaires sont plutôt des groupes de grande taille, où les membres vont entretenir des relations de type fonctionnel, fonction. Chaque individu aura un rôle spécifique. Un exemple de groupe secondaire, l'entreprise. Dans une entreprise, chaque individu va occuper une position spécifique. On comprend aisément que dans ce cas, la solidarité, bien évidemment, soit plus faible, que cela ne va concerner qu'une partie de la vie des individus, autrement dit, cela ne va structurer qu'une partie de leur personnalité, que le degré d'intimité est moindre, et que le contrôle social est davantage formel. Autrement dit, si l'on prend le cas d'un établissement scolaire ou d'une entreprise, il y aura un règlement intérieur qui, s'il n'est pas respecté, aboutira à des sanctions. Quelque chose d'officiel en fait. Alors on peut également distinguer les groupes d'appartenance et les groupes de référence. Alors en fait, un groupe d'appartenance, c'est un groupe social auquel l'individu appartient. Il fait partie de ce groupe. Comme on sait qu'il fait partie de ce groupe, on attend de lui qu'il ait un certain nombre de comportements, un certain mode de vie, qu'il ait certaines préférences. Si je prends comme groupe d'appartenance, par exemple, le groupe social des enseignants, on s'attendra à ce que l'individu ait un comportement en salle de classe qui soit conforme aux attentes que l'on peut avoir à l'égard d'un enseignant. Si le groupe d'appartenance est le groupe des élèves,
des lycéens, des étudiants, on s'attendra donc à ce que cet individu ait un comportement en adéquation, qui aille dans le même sens, bien évidemment, autrement dit, un comportement qui soit conforme à ce qu'on attend des collégiens, des lycéens, des étudiants en termes de travail, d'investissement, de sérieux, etc. Si, par exemple, un individu fait partie de la haute bourgeoisie, que cela corresponde donc à son groupe d'appartenance, on s'attendra à ce qu'il ait certaines pratiques culturelles, telles qu'aller au musée, aller au théâtre, qu'il ait certaines pratiques vestimentaires, un certain langage, une certaine position par là même dans la société. Si l'on fait référence au genre, masculin, féminin, eh bien on s'attendra à ce que les garçons et les filles aient des comportements quelquefois spécifiques à leur sexe. Alors il existe également, complémentairement au groupe d'appartenance, des groupes dits de référence. Alors en fait, un groupe de référence, c'est un groupe social qui est porteur de valeurs désirables qui vont répondre aux attentes des individus. Plus simplement, un groupe de référence est un groupe qui va servir de modèle aux individus. Alors en fait, autant le groupe d'appartenance est un groupe qui n'est pas véritablement choisi, autant le groupe de référence est plutôt un groupe qui est électif. Autrement dit, c'est un groupe que l'on choisit. On va choisir un groupe pour adopter ses comportements, ses normes, ses façons de penser, ses représentations sociales, etc. En fait, le groupe de référence va avoir une double dimension. D'un côté comparative, il va permettre de me situer moi-même par rapport à celui-ci. Je peux comparer l'écart entre mon groupe d'appartenance et mon groupe de référence. Je suis ouvrier, c'est mon groupe d'appartenance, et je voudrais faire partie du groupe des cadres, par exemple. Donc cela renvoie à la fameuse théorie de la frustration relative. Et on a également une deuxième dimension relative au groupe de référence, c'est la dimension normative. Autrement dit, à un groupe de référence donné correspondront des normes, des comportements, des modes de vie spécifiques. Alors bien évidemment, groupe d'appartenance et groupe de référence peuvent tout à fait fusionner dans un certain nombre de cas, mais ils peuvent également être différents, auquel cas cela va entraîner ce que l'on appelle une socialisation anticipatrice. On peut prendre comme exemple le bourgeois gentilhomme de Molière, qui décide d'imiter le comportement et le mode de vie des nobles. Donc son groupe d'appartenance, ça va être justement la bourgeoisie, son groupe de référence, la noblesse. On peut également prendre comme exemple le film Tomboy de Céline Sciamma. En l'occurrence ici, le groupe d'appartenance, c'est le fait d'être une femme, et le groupe de référence, ce sera le fait d'avoir des comportements spécifiques au groupe des garçons, des hommes.